Le claquement de la porte a résonné à mes oreilles comme une gifle cinglante, brutale. Et voilà où j'en étais, Marie-Rose, 72 ans, debout sur le seuil de cette maison. Celle-là même que j'avais payée avec les économies de toute une vie, à regarder cette femme me fermer la porte au nez avec une arrogance glaciale. Théodora arborait ce sourire cruel que je connaissais trop bien, celui qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait humilier sans que mon fils s'en aperçoive. Derrière elle, Yvette, sa mère, était assise sur mon canapé comme si elle en était la propriétaire, et les 3 sœurs occupaient chaque recoin du salon que j'avais décoré avec tant d'amour pour Arthur. C'était un jeudi après-midi quand j'ai frappé à la porte. Je voulais seulement apporter à mon fils le bœuf bourguignon qu'il aimait tant, celui que je lui préparais depuis son enfance quand il était malade. Je tenais le plat encore tiède entre mes mains, sentant de la vapeur s'échapper par les bords du couvercle. Mais lorsque la porte s'est ouverte, ce n'est pas mon Arthur qui est apparu, mais Théodora, avec ce regard de glace qui me transperçait l'âme. Elle ne m'a pas salué, ne m'a pas invité à entrer, elle m'a juste toisé de haut en bas comme si j'étais une marchande ambulante qui la dérangeait pendant sa sieste. Derrière elle, j'ai entendu la voix d'Yvette crier après mon fils, comme s'il était un employé de maison. « Donne-moi de l'eau froide. Baisse le volume de cette télévision. Apporte-moi mes pantoufles. » Et moi, j'étais là, debout, avec le ragoût qui refroidissait dans mes mains, voyant mon propre fils obéir aux ordres comme un enfant gronder. Coralie et Sylvie étaient affalées sur le fauteuil que j'avais acheté, mangeant directement dans la cocotte que j'ai reconnue instantanément. C'était ma cocotte en fonte, celle que j'utilisais depuis des décennies pour préparer les meilleurs plats du quartier. Arthur est apparu en courant de la cuisine, pieds nus, avec une serviette humide à la main. Quand il m'a vue, ses yeux se sont remplis de quelque chose que je n'ai pas su identifier. De la honte, peut-être, ou de la peur. « Maman », a-t-il dit d'une petite voix, comme si ma présence était un problème à résoudre rapidement. Théodora ne m'a même pas laissé saluer mon fils. Elle a interrompu avec cette voix stridente qui me déchirait les nerfs. « Madame Marie-Rose, ce n'est pas le bon moment. Nous sommes occupés à organiser la maison. » Ses sœurs ont ricané depuis le canapé, et Yvette a hoché la tête, comme pour lui donner la permission de continuer. Mon fils a baissé le regard, serrant de la serviette entre ses mains, occupé à organiser la maison. Ma maison, la maison que j'avais payée avec les économies de 40 ans de travail comme couturière, jusqu'à ce que mes doigts se fatiguent et que ma vue se brouille. La maison que j'avais achetée pour que mon fils ait un foyer où fonder sa famille. Mais je suis là, lui ai-je dit, en essayant de garder mon calme. Je voulais juste apporter ça à Arthur. J'ai soulevé le plat, et l'odeur du bourguignon a empli l'air. Mon fils a fait un pas en avant, mais Théodora l'a arrêté d'un regard. « Madame Marie-Rose », a-t-elle insisté avec cette fausse patience que les gens utilisent quand ils veulent paraître polis tout en vous poignardant dans le dos. « Je vous ai déjà dit que nous sommes occupés. De plus, Arthur est au régime. Sa nutritionniste lui a interdit les plats lourds. » Nutritionniste. Mon fils, qui pendant 35 ans avait mangé mes ragoûts, mes pot-au-feu, mes quiches, avait maintenant interdiction de manger la cuisine de sa mère à cause d'une nutritionniste. Coralie a éclaté de rire depuis le canapé, la bouche pleine de ce qu'elle était en train de manger dans ma cocotte. Sylvie l'a secondée avec un petit rire moqueur. Yvette se contentait de m'observer avec ses petits yeux froids, comme si elle évaluait si j'étais une menace pour son territoire fraîchement conquis. Arthur a finalement parlé, mais ses mots ont été comme des couteaux plantés directement dans mon cœur. « Maman, il vaut mieux que tu partes. Théodora a raison. Nous sommes très occupés à tout ranger, et quand nous reviendrons de notre lune de miel, nous pourrons mieux coordonner les visites. » Visite. Mon fils venait de me transformer en une visiteuse dans la maison que j'avais payée. Le plat m'a glissé des mains et est tombé par terre, s'écrasant contre le béton. Le récipient en verre s'est brisé en 3 morceaux parfaits et le ragoût s'est répandu, tout comme mon cœur à ce moment-là. Théodora a souri, ce sourire qui allait me hanter pendant des semaines. « Oh, quel dommage, Madame Marie-Rose. Mais ne vous inquiétez pas,
Nous avons tout sous contrôle ici. Arthur a déjà quelqu'un pour lui cuisiner. » Ses sœurs se sont remises à rire, et Yvette s'est levée du canapé pour fermer la porte. Mais avant qu'elle ne se ferme complètement, mon fils m'a regardé une dernière fois. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'était plus mon Arthur, c'était un étranger qui avait décidé que j'étais de trop dans sa nouvelle vie. La porte s'est fermée avec un bruit sec. Je suis restée là à regarder les morceaux du plat et le ragoût éparpillés sur le sol. 72 ans, 40 ans à travailler sans relâche, toutes mes économies investies dans cette maison. Et maintenant, on me fermait la porte au nez comme si j'étais une étrangère. Mais ce qui m'a fait le plus mal, ce n'était pas l'humiliation, c'était la dernière phrase que j'ai entendue avant que la porte ne se ferme complètement. C'était la voix de mon fils, mon Arthur. Mon fils unique, disant à sa femme avec un sourire que j'ai réussi à entendre. Je me suis débarrassée d'elle. Maintenant, nous pouvons vivre en paix. J'ai rebroussé chemin vers mon appartement, les jambes tremblantes et le cœur en 1000 morceaux. Chaque pas que je faisais me rappelait tous les pas que j'avais faits pour lui. 40 ans à marcher avant l'aube vers l'atelier de confection. 40 ans à rentrer avec les doigts enflés et le dos endolori, mais toujours avec un sourire pour mon petit, mon Arthur, mon seul trésor en ce monde. Quand je suis arrivée dans mon petit appartement, je me suis assise sur la même chaise où j'avais passé des milliers de nuits à coudre pour lui payer ses études. Il y avait là le panier où je rangeais mes fils, la machine à coudre que j'avais achetée d'occasion quand il avait 10 ans. Tout était resté pareil, mais je me sentais complètement différente, comme si j'avais vieilli de 20 ans en un seul après-midi. Je me suis souvenue de l'époque où Arthur avait 8 ans et avait attrapé une bronchite. J'ai passé 3 nuits sans dormir à lui faire des inhalations d'eucalyptus, à lui donner des cuillerées de miel tiède, à lui chanter les chansons que ma mère m'avait chantées. Le médecin du dispensaire m'avait dit qu'il avait besoin de médicaments chers, des antibiotiques, qui coûtaient plus que ce que je gagnais en une semaine. J'ai vendu mon alliance, le seul souvenir qui me restait de son père, mais ça en valait la peine. Mon petit a guéri, et j'ai dormi tranquille, sachant que j'avais fait ce qu'il fallait. Quand il a eu 15 ans, il a voulu un vélo. Tous ses amis avaient des vélos neufs, brillants, avec des vitesses et des lumières. Arthur me l'a demandé avec ses yeux qu'il avait, ses yeux qui me faisaient fondre le cœur. J'ai travaillé en double poste pendant 6 mois. Je cousais de 5 heures du matin à 11 heures du soir. Mes mains se sont couvertes de callosité. Mes yeux étaient si fatigués que je devais utiliser des gouttes pour pouvoir bien voir. Mais j'ai réussi à réunir l'argent. Je lui ai acheté le plus beau vélo du magasin, rouge avec des détails argentés. Quand je le lui ai donné, il m'a serré si fort dans ses bras que j'ai senti que tout le sacrifice en avait valu la peine. Puis sont venues les études universitaires. Arthur voulait être ingénieur et je savais qu'il en avait la capacité, mais l'université était chère, très chère. J'ai hypothéqué mon appartement, le seul patrimoine que j'avais. J'ai travaillé les week-ends, les jours fériés, des nuits entières. Je ne mangeais qu'une fois par jour pour économiser de l'argent. Je portais les mêmes vêtements pendant des années, reprisant les trous, teignant les taches. Mais mon fils devait étudier. Mon fils devait devenir quelqu'un dans la vie. Pendant 5 ans, chaque euro que je gagnais allait directement à ses études, ses livres, ses transports, ses repas à l'université, ses projets, son matériel. Arthur m'appelait tous les soirs pour me parler de ses cours, de ses professeurs, de ses rêves. Je m'endormais en écoutant sa voix, sentant que tous mes sacrifices avaient un sens. Mon fils allait être ingénieur, mon fils allait avoir une vie meilleure que la mienne. Quand il a obtenu son diplôme, j'ai pleuré de bonheur. Mon Arthur était là, avec sa toge et son mortier, recevant son diplôme. J'étais au premier rang avec ma plus belle robe, celle que j'avais achetée spécialement pour cette occasion. À la fin de la cérémonie, il m'a serré dans ses bras devant tous ses camarades. « Merci maman, tout ça c'est grâce à toi. Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. » Ce jour-là, j'ai senti que j'avais accompli ma mission dans la vie. Les premières années après son diplôme ont été merveilleuses. Arthur a trouvé un travail dans une entreprise de construction. Il me rendait visite du marché et restait pour le déjeuner.
Il me parlait de ses projets, de ses collègues, de ses plans. Je lui préparais ses plats préférés. Je lui repassais ses chemises, je lui raccommodais ses pantalons. Nous étions une équipe, lui et moi, contre le monde. Quand il a rencontré Théodora, au début, elle m'a semblé être une jeune femme polie. Elle venait avec lui le dimanche, me saluait d'un baiser sur la joue, m'aidait à faire la vaisselle. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'inquiétait, une froideur qu'elle essayait de cacher derrière des sourires forcés. Quand mon fils n'était pas là, elle me regardait d'une manière étrange, comme si elle mesurait mon influence sur lui. Les dimanches ont commencé à s'espacer. Arthur m'appelait pour annuler. Théodora avait des projets. Théodora voulait aller voir sa famille. Théodora ne se sentait pas bien. C'était toujours Théodora, mais mon fils semblait heureux et je pensais que c'était normal. Les hommes mariés doivent donner la priorité à leurs épouses. C'est ce que ma mère m'avait appris. C'était la bonne chose à faire. Quand ils m'ont annoncé qu'ils allaient se marier, j'ai décidé de leur faire le plus grand cadeau de ma vie. J'ai vendu tout ce que j'avais de valeur. J'ai demandé un prêt en utilisant mon appartement comme garantie et j'ai réuni 100 000 €. Je voulais leur acheter une maison à eux, où ils pourraient être heureux, où ils pourraient fonder une famille, où mon fils pourrait accueillir ses petits-enfants. Quand j'ai parlé de mon cadeau à Arthur, ses yeux se sont remplis de larmes. « Maman, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. » Mais j'ai insisté. C'est mon cadeau de mariage. C'est ma façon de m'assurer que tu auras un foyer où être heureux. Théodora était présente quand je lui ai parlé de la maison. Je me souviens qu'elle a souri, mais ce sourire n'a pas atteint ses yeux. « Merci, Madame Marie-Rose. C'est très généreux de votre part. » Mais il y avait quelque chose dans son ton qui m'a mise mal à l'aise, comme si elle planifiait déjà quelque chose que je ne pouvais pas voir. Nous sommes allés voir des maisons ensemble. Théodora avait des opinions très précises sur tout. Le salon était trop petit, la cuisine n'avait pas assez d'espace, le jardin nécessitait beaucoup de travail. Finalement, nous avons trouvé une maison parfaite dans un quartier résidentiel tranquille. 3 chambres, 2 salles de bain, une grande cuisine avec un bar pour le petit déjeuner. Mon fils était enthousiaste. Théodora souriait, mais je sentais toujours cette étrange inquiétude dans mon estomac. Le jour où nous avons signé les papiers, Théodora m'a demandé si la maison serait au nom des deux. « Au nom d'Arthur et d'elle », je lui ai dit. « C'est mon cadeau pour lui. » Elle a hoché la tête, mais j'ai vu comment elle a échangé un regard avec sa mère, qui était venue nous accompagner. Ce fut un regard rapide, mais suffisant pour me glacer le sang. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose n'allait pas, mais il était déjà trop tard. Les papiers étaient signés. L'argent était versé, et mon fils était officiellement propriétaire d'une maison qui avait coûté toutes mes économies et tous mes rêves. Le mariage fut petit, intime. Théodora voulait quelque chose de simple, disait-elle. Mais j'ai remarqué que tous les invités étaient de sa famille, ses sœurs, ses tantes, ses cousines. De mon côté, il n'y avait que ma sœur Laure et moi. Pendant la cérémonie, quand mon fils m'a accordé la première danse, il m'a chuchoté à l'oreille. « Merci pour tout, maman. Tu es la meilleure mère du monde. » Ce furent les dernières paroles tendres que j'ai entendues de sa bouche, car 3 jours plus tard, quand je suis allée leur rendre visite dans leur nouvelle maison, il n'était plus le même homme qui m'avait serré dans ses bras sur la piste de danse. Le lendemain du mariage, Théodora avait déjà commencé à montrer ses véritables intentions. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce lundi matin-là, elle avait déjà passé les appels qui allaient tout changer. Pendant que mon fils partait au travail, croyant qu'il aurait une semaine tranquille pour s'installer dans sa nouvelle maison, sa femme coordonnait le déménagement le plus rapide et le plus silencieux que j'ai jamais vu de ma vie. C'est ma voisine, Madame Simone, qui m'a raconté ce qu'elle a vu. Ce même lundi, un camion de déménagement est arrivé devant la maison que j'avais payée. Théodora était là, dirigeant les déménageurs comme un général dirigeant ses troupes. D'abord, ils ont fait descendre Yvette, sa mère, avec 3 grosses valises et un fauteuil à bascule qui semblait aussi vieux que moi.
Ensuite sont arrivées Coralie et Sylvie, chacune avec ses affaires, comme si elles attendaient cette occasion depuis des mois. Simone m'a dit que Théodora leur criait des instructions depuis la porte. « Cette chambre est pour maman, nous allons réaménager le salon différemment. Enlevez ces tableaux si moches et mettez les nôtres. » Mon cœur s'est brisé quand Simone m'a raconté qu'elles avaient jeté à la poubelle le tableau que j'avais offert à Arthur pour son diplôme. C'était une peinture des champs de lavande en Provence, son rêve d'enfant. Maintenant, je comprends pourquoi il a fini à la poubelle. Cet après-midi-là, je suis allée leur rendre visite. Je voulais mieux connaître la famille de Théodora. Je voulais être une bonne belle-mère. Je voulais qu'elles m'acceptent comme faisant partie de leur nouvelle vie. J'ai frappé à la porte avec un sourire, apportant une tarte aux fraises que j'avais faite spécialement pour elle. Mais quand Théodora a ouvert la porte, son visage a complètement changé. Ce n'était plus la belle fille. Douce et polie que j'avais connue, c'était une autre personne. Les Madame Marie-Rose, quelle surprise, nous ne vous attendions pas si tôt. Son ton était froid, distant. Derrière elle, j'ai entendu des voix inconnues, des rires que je ne reconnaissais pas. J'ai voulu entrer, mais elle était restée plantée sur le seuil, me barrant le passage. C'est que nous sommes très occupés à ranger les affaires. Ma mère et mes sœurs sont arrivées aujourd'hui pour m'aider avec la maison. Comme si c'était sa maison. Comme si je n'avais pas payé chaque euro de cette propriété. Yvette est apparue derrière Théodora et dès le premier instant, j'ai su que cette femme allait être un problème. C'était une femme petite, mais avec une présence qui remplissait tout l'espace. Elle avait des yeux durs, calculateurs, et une bouche qui semblait toujours prête à donner des ordres. « Ah, vous devez être la belle-mère » m'a-t-elle dit, sans même me saluer. « Théodora m'a beaucoup parlé de vous. » Je n'ai pas aimé la façon dont elle a dit « beaucoup ». Cela sonnait comme une menace déguisée en courtoisie. Arthur est rentré du travail alors que j'étais encore sur le pas de la porte, essayant de comprendre ce qui se passait. Quand il a vu sa belle-mère et les sœurs de Théodora installées dans le salon, son visage s'est rempli de confusion. « Mon amour, je ne savais pas que ta famille arrivait aujourd'hui, » a-t-il dit à Théodora avec un sourire nerveux. Elle lui a pris le bras comme pour marquer son territoire. C'est que je voulais que ce soit une surprise. Ma vie. Nous avons décidé que ce serait plus facile si elle m'aidait à tout organiser dès le début. Mon fils m'a regardé et pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait dire quelque chose, qu'il allait demander pourquoi on ne m'avait pas consulté. Pourquoi on ne m'avait pas incluse dans ses décisions concernant la maison que j'avais payée. Mais il n'a rien dit, il a juste souri et a embrassé Théodora sur le front. Quelle bonne idée, mon amour. Plus il y a de mains, plus vite tout sera parfait. Et c'est là que j'ai su que j'avais perdu mon fils. Yvette s'est levée du canapé et s'est approchée de nous avec une autorité qui m'a glacé le sang. « Arthur, mon garçon, nous devons se parler de certaines règles de la maison. Maintenant que nous vivons toutes ensemble, nous devons bien nous organiser pour qu'il n'y ait pas de problème. » Règles de la maison. Dans la maison que j'avais payée, mon fils a acquiescé comme un enfant obéissant. Bien sûr, Madame Yvette, ce que vous direz. Ce soir-là, je suis partie tôt, le cœur lourd et une étrange sensation dans l'estomac. Quelque chose n'allait pas du tout, mais je ne pouvais pas définir quoi exactement. Le lendemain, j'ai appelé Arthur au travail pour l'inviter à déjeuner, comme nous le faisions avant. « Maman, je ne peux pas. Théodora a préparé le déjeuner pour toute la famille et j'ai promis de rentrer tôt pour manger ensemble. » Famille. Nous étions déjà sa famille. La première semaine, j'ai pensé que c'était normal. Les femmes ont besoin de temps pour s'installer, pour mieux se connaître. Mais quand le deuxième week-end est passé sans que je reçoive un appel de mon fils, j'ai décidé d'aller lui rendre visite sans prévenir. Je voulais les surprendre avec une quiche lorraine que j'avais faite spécialement pour eux, mais la surprise, c'est moi qui l'ai eue. Quand je suis arrivée, j'ai entendu des cris depuis l'extérieur. C'était la voix d'Yvette,
forte et autoritaire. « Arthur, viens d'ici immédiatement. J'ai besoin que tu déplaces ces meubles et ensuite tu vas au supermarché, tu passes par la pharmacie parce que Coralie a besoin de ses pilules. » Mon fils répondait par un « oui, Madame Yvette », qui m'a brisé le cœur. Mon fils, l'ingénieur, l'homme qui avait étudié 5 ans pour devenir quelqu'un dans la vie, était traité comme un employé de maison dans sa propre maison. J'ai frappé à la porte, mais cette fois, c'est Sylvie qui a ouvert. C'était une jeune femme d'environ 28 ans, avec un regard paresseux et une attitude de supériorité qui m'a dérangée dès le premier instant. « Ah, vous êtes la belle-mère, entrez, mais ne faites pas de bruit parce que maman se repose. » Maman se repose dans ma maison, dans la maison que j'avais payée avec 40 ans de travail. À l'intérieur, j'ai trouvé un spectacle qui m'a coupé le souffle. Yvette était assise sur mon canapé préféré, celui que j'avais choisi personnellement lorsque nous étions allés acheter les meubles. Elle avait les pieds sur la table basse et regardait un feuilleton à plein volume. Coralie était affalée sur l'autre canapé, mangeant des chips directement du paquet et laissant des miettes partout. Et mon fils était dans la cuisine, faisant de la vaisselle avec un tablier, pendant que Théodora lui donnait des instructions sur la façon de nettoyer correctement les verres. Arthur m'a vu et m'a salué avec un sourire fatigué. « Salut maman, c'est bien que tu sois venue. » Mais avant que je puisse le prendre dans mes bras, Yvette a crié depuis le salon. « Arthur, qui est arrivé ? Dis-lui de baisser la voix parce que je regarde mon programme. » Mon fils s'est excusé auprès de moi du regard et a couru au salon pour lui expliquer qui j'étais, comme s'il était nécessaire d'expliquer qui était la femme qui avait payé cette maison. Quand il est revenu dans la cuisine, j'ai essayé de lui parler. « Fils, et si on allait se promener ? Je veux discuter avec toi. » Mais Théodora a immédiatement interrompu. « Oh, Madame Marie-Rose, c'est qu'Arthur a promis de m'aider à nettoyer toute la maison aujourd'hui. Peut-être un autre jour où nous aurons plus de temps. » Mon fils m'a regardé avec cette expression d'excuse qui devenait son geste caractéristique. « Oui, maman. Un autre jour, nous parlerons plus tranquillement. » Ce jour-là, j'ai quitté la maison que j'avais payée, me sentant comme une intruse. Et ce soir-là, en me préparant une tisane à la camomille pour calmer mes nerfs, j'ai su que mon fils ne m'appartenait plus. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était que le début. Yvette, Théodora, Coralie et Sylvie avaient des projets bien plus grands pour mon Arthur. Et pour moi, les semaines passaient comme une douleur constante dans ma poitrine. Mon fils a cessé de m'appeler le soir. Ces appels qui avaient été mon rituel sacré pendant des années. Avant, il me racontait tout. Ses projets au travail, ses inquiétudes, ses plans pour l'avenir. Maintenant, quand je l'appelais, il était toujours pressé. « Je suis occupée, maman. Je te rappelle plus tard. » Mais à plus tard, plus tard n'arrivait jamais. Un jeudi après-midi, j'ai décidé de passer à son bureau. Je voulais le surprendre, l'emmener déjeuner, comme nous le faisions quand il était célibataire. Sa secrétaire, Patricia, m'a reconnue et m'a saluée chaleureusement. « Madame Marie-Rose, quel plaisir de vous voir. » Mais quand je lui ai demandé des nouvelles d'Arthur, son visage a changé. « C'est que M. Rosa était parti tôt aujourd'hui. Il a dit qu'il avait une urgence familiale. » Urgence familiale. Et moi, qui étais sa seule famille de sang, je n'étais au courant d'aucune urgence. Ce soir-là, j'ai décidé d'aller chez lui pour savoir ce qui s'était passé. Quand je suis arrivée, toutes les lumières étaient allumées et on entendait de la musique depuis la rue. Par la fenêtre, j'ai pu voir qu'il y avait des gens à l'intérieur. Mais je ne reconnaissais aucune des voix. J'ai frappé à la porte et c'est Coralie qui a ouvert, un verre de vin à la main et un sourire moqueur aux lèvres. « Oh, Madame Marie-Rose, quelle coïncidence que vous veniez juste maintenant. » Derrière elle, il y avait plusieurs femmes que je ne connaissais pas, toutes assises dans mon salon, mangeant et buvant comme si c'était chez elles. Yvette était au centre, riant fort de quelque chose qu'elle venait de raconter. Mon fils était dans la cuisine, servant des verres et apportant des amuse-gueules, comme s'il était le serveur de la réunion. Quand il m'a vu, il s'est approché rapidement, mais ne m'a pas invité à entrer.
Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Son ton était nerveux, presque agacé. « C'est que Théodora a organisé une réunion avec ses amis du travail. Je ne savais pas que tu venais. » Une réunion dans la maison que j'avais payée, et on ne m'avait pas invité, ni même prévenu. J'ai voulu entrer, mais mon fils est resté planté sur le seuil, me barrant le passage comme l'avait fait Théodora des semaines auparavant. « Je suis juste venue voir comment tu allais, » lui ai-je dit, sentant ma voix se briser. « Je ne t'ai pas vu depuis des jours. » Il a baissé le regard, incapable de soutenir mes yeux. C'est qu'on a été très occupée, sa maman. La maison, le travail, la famille de Théodora, tout est très mouvementé en ce moment. La famille de Théodora. Ce n'était plus nous qui étions très occupés, c'était lui et la famille d'elle. Yvette a crié depuis le salon avec cette voix autoritaire qui me rendait déjà malade. « Arthur, apporte-nous plus de glace. » Et au passage, demande si quelqu'un veut plus de vin. Mon fils m'a regardé avec cette expression d'excuse qui était devenue permanente sur son visage. « Je dois y aller, maman. On se parle demain, je te le promets. » Mais alors qu'il se retournait pour retourner à la cuisine, j'ai entendu une des femmes commenter à voix basse. « C'est bien que Théodora ait réussi à se débarrasser de la belle-mère. Maintenant, ils peuvent enfin vivre tranquille. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée jusqu'à 4 heures du matin, repassant chaque conversation, chaque geste, chaque regard que j'avais échangé avec mon fils ces dernières semaines. Et peu à peu, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas que mon fils était occupé, c'est qu'on l'éloignait délibérément de moi. Théodora et sa famille avaient conçu un plan pour s'emparer non seulement de la maison, mais aussi de mon fils. Le lendemain, je suis allée à la banque où j'avais contracté le prêt pour acheter la maison. Je voulais vérifier les papiers, comprendre exactement quels étaient mes droits sur cette propriété. Le conseiller qui m'a reçu a été très clair. « Madame Marie-Rose, la maison est entièrement au nom de votre fils. Vous apparaissez comme la personne qui a effectué le paiement initial, mais légalement, vous n'avez aucun droit sur la propriété. » Mon monde s'est effondré à ce moment-là. Tout mon argent, toutes mes économies, 40 ans de travail, et je n'avais pas un seul papier pour me soutenir. Mais il y avait autre chose qui m'inquiétait. Le conseiller m'a montré les mouvements du compte d'Arthur, et il y avait des transactions que je ne comprenais pas, de gros retraits d'argent en espèces, des virements vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il m'a expliqué que son fils avait ajouté sa femme comme cotitulaire du compte le jour même du mariage. Théodora avait un accès complet à l'argent de mon fils. Elle pouvait retirer, virer et dépenser sans même qu'il s'en aperçoive. Cet après-midi-là, j'ai appelé Arthur au travail, mais sa secrétaire m'a dit qu'il était encore parti tôt. « Urgence familiale », a-t-elle répété avec la même phrase que d'habitude. J'ai décidé d'aller directement à la maison pour affronter la situation. Mais en arrivant, j'ai découvert quelque chose qui m'a brisé le cœur. Par la fenêtre, j'ai vu mon fils assis dans le salon, mais il n'était pas seul. Yvette était debout devant lui, lui criant dessus comme on crie sur un enfant désobéissant. « Tu ne peux pas être aussi bête, Arthur. Ta mère te manipule depuis des années, elle te tient comme une marionnette, te faisant croire que tu lui dois tout. Mais nous sommes ta vraie famille maintenant. Nous, on t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu peux nous donner. » Mon fils était tête basse, acquiesçant à chaque mot comme s'il s'agissait de vérités absolues. Théodora était assise à côté de lui caressant la main, le consolant du prétendu mal que je lui avais fait. Coralie et Sylvie étaient assises sur l'autre canapé, hochant la tête à tout ce que disait leur mère. « Oui, Arthur, ta mère t'a toujours contrôlé, elle ne t'a jamais laissé être libre. C'est pour ça que tu n'as jamais pu trouver une bonne épouse avant de connaître notre sœur. Et mon fils, mon Arthur, le petit que j'avais porté dans mes bras quand il avait de la fièvre, le jeune homme qui avait pleuré sur mon épaule quand il se sentait perdu, l'homme qui m'avait remercié pour toutes ses réussites, était là, assis, croyant chaque mensonge qu'on lui mettait dans la tête. J'ai frappé à la porte, mais cette fois, personne n'est venu ouvrir. Ils savaient que c'était moi. Ils avaient vu mon ombre par la fenêtre, mais ils ont décidé de m'ignorer. J'avais frappé plus fort,
Mais la seule chose que j'ai entendue, c'est la voix d'Yvette disant à mon fils « Ne lui ouvre pas. Il est temps que tu apprennes à poser des limites. Si tu continues à être faible avec elle, je suis restée là, debout devant la porte de la maison que j'avais payée, écoutant comment on lavait le cerveau de mon fils. Chaque mot qu'elle disait était comme un coup de poignard. Ta mère te fait du chantage affectif. Ta mère ne veut pas te voir heureux. Ta mère est jalouse parce que tu n'es plus seulement à elle. » Et le plus douloureux de tout, c'était d'entendre mon fils répondre « Vous avez raison. Ma mère a toujours été très contrôlante. Il est peut-être temps que j'apprenne à devenir indépendant d'elle. » Cette nuit-là, je suis rentrée à mon appartement complètement détruite, mais aussi avec une clarté que je n'avais pas eue auparavant. J'ai compris que ce n'était pas une coïncidence. Théodora avait tout planifié depuis le début. Elle avait épousé mon fils non par amour, mais pour la maison, pour l'argent, pour la stabilité que j'avais construite pour lui toute ma vie. Et maintenant, elle utilisait sa famille comme des soldats dans une guerre que je ne savais même pas que je menais. Je me suis assise devant ma machine à coudre et pour la première fois depuis des semaines, tout a pris sens. Les regards étranges de Théodora pendant les fiançailles, son insistance pour que la maison soit uniquement au nom d'Arthur, la rapidité avec laquelle elle avait fait venir sa famille y vivre, les mensonges sur les urgences familiales. Tout faisait partie d'un plan pour m'éloigner de mon fils et s'emparer de tout ce que j'avais construit pour lui. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas d'avoir perdu l'argent, c'était d'avoir perdu mon fils. C'était de savoir que l'homme que j'avais élevé avec tant d'amour me voyait maintenant comme un obstacle sur son chemin vers le bonheur. Pendant les semaines suivantes, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Garder le silence et observer. Cesser de supplier, cesser de pleurer, cesser de frapper à cette porte qui ne s'ouvrait plus pour moi. S'ils allaient jouer sale, je devais apprendre les règles de leur jeu. Mais à ma manière, sans cri, sans scandale, sans perdre la dignité que j'avais mis 72 ans à construire. J'ai commencé à me promener dans le quartier où se trouvait la maison, non pas pour espionner, mais pour comprendre. J'ai parlé avec les voisins, avec la dame qui vendait des fleurs au coin de la rue, avec le jeune homme qui livrait le gaz. Peu à peu, j'ai assemblé un puzzle qui m'a glacé le sang. Yvette n'était pas la vieille dame sans défense qu'elle prétendait être. Selon Madame Simone, la voisine d'à côté, Yvette avait fait la même chose avec ses deux autres gendres. Elle emménageait chez eux avec ses filles, et peu à peu, elle les contrôlait jusqu'à ce qu'ils finissent par entretenir toute la famille. Le livreur de gaz m'a raconté que dans cette maison vivaient maintenant 5 adultes, mais qu'un seul travaillait. Mon fils était le seul à partir tôt le matin et à rentrer tard le soir. Les autres restaient à la maison, donnant des ordres, dépensant, vivant comme des reines aux frais du travail d'Arthur. Chaque information que je recevais était comme une pièce de plus du puzzle qui confirmait mes soupçons. Je suis retournée à la banque une deuxième fois, mais cette fois avec un objectif clair. J'ai parlé avec le même conseiller et je lui ai expliqué ma situation. Il m'a aidé à comprendre que bien que la maison soit au nom de mon fils, j'avais un document qui pouvait être très précieux. La preuve que j'avais effectué le paiement intégral de la propriété. Ce papier démontrait que l'argent était sorti de mon compte, que j'étais celle qui avait financé l'achat. Il ne me donnait pas de droits légaux sur la maison, mais il me donnait des arguments moraux très forts. J'ai aussi appris quelque chose qui m'a coupé le souffle. Théodora avait convaincu mon fils de refinancer la maison. Ils avaient contracté un prêt en utilisant la propriété comme garantie, et cet argent avait disparu dans des dépenses que je n'ai pas pu identifier. Mon fils avait hypothéqué la maison que je lui avais achetée sans aucune dette. Maintenant, il devait être près de la moitié de ce que j'avais payé. Et cet argent s'était volatilisé dans les mains de la famille de Théodora. L'étape suivante fut d'aller voir un avocat, non pas pour me battre pour la maison, car je savais que légalement je n'avais aucun droit sur elle, mais pour comprendre quelles options j'avais. Maître Raymond Dubois a été très clair avec moi. « Madame Marie-Rose, vous pouvez démontrer que vous avez été victime d'un abus de faiblesse. » Votre fils a utilisé vos sentiments maternels pour obtenir une propriété qui a ensuite été utilisée au profit de tiers. Vous ne pouvez pas récupérer la maison, mais vous pouvez exiger qu'on vous rembourse l'argent que vous avez investi.
Plus important encore, le juriste m'a expliqué que si je pouvais prouver que mon fils avait été manipulé pour prendre des décisions financières contre ses propres intérêts, il pourrait y avoir une plainte pour influence indue. Théodora et sa famille avaient utilisé des techniques de manipulation psychologique pour contrôler les décisions d'Arthur. C'était un délit qui pouvait être poursuivi légalement. Mais je ne voulais pas traîner mon fils devant les tribunaux. Je voulais le récupérer. Je voulais qu'il se rende compte lui-même de ce qui se passait. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de plus intelligent. J'ai commencé à tout documenter. Chaque fois que je passais devant la maison, je prenais des photos discrètes. Les 5 femmes entrant et sortant comme si elles étaient les propriétaires. Les nouveaux meubles qui apparaissaient chaque semaine, la nouvelle voiture qui était garée dans l'allée, une voiture que je savais que mon fils ne pouvait pas se payer avec son salaire. Un après-midi, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur, mais qui m'a donné la preuve dont j'avais besoin. Mon fils est rentré du travail, chargé de sacs de supermarché, mais il n'est pas entré par la porte principale. Yvette l'attendait sur le perron avec une liste à la main, vérifiant qu'il avait bien acheté tout ce qu'elle lui avait ordonné. Quand elle a fini de vérifier, elle lui a tendu une autre liste. Il manque ces choses. Retourne au supermarché avant qu'il ne ferme. Mon fils, fatigué après une journée complète de travail, a acquiescé docilement et a se retourné à sa voiture. Cette image m'a donné la force dont j'avais besoin pour continuer. Mon fils était devenu un employé de maison dans sa propre maison. L'homme qui avait étudié l'ingénierie, qui avait un travail respectable, qui avait été élevé pour être indépendant et fort, recevait maintenant des ordres comme s'il était un adolescent irresponsable. Et le pire dans tout ça, c'est ce qu'il croyait que c'était normal, que c'était ce que signifiait être un bon mari. J'ai fait plus de recherches sur la famille de Théodora et j'ai découvert des choses qui m'ont fait comprendre pourquoi elles avaient choisi mon fils. Yvette avait eu 4 maris différents. Tous avaient fini ruinés économiquement. Ses 3 filles aînées avaient fait la même chose avec leurs partenaires précédents. Théodora était la plus jeune et mon Arthur était son premier mariage. Mais elle avait bien appris les techniques de manipulation de sa mère et de ses sœurs. Le schéma était toujours le même. Elle rencontrait des hommes, travailleurs, responsables, avec des biens ou des familles qui pouvaient leur léguer quelque chose. Elle se faisait passer pour des victimes, des femmes sans défense qui avaient besoin d'être sauvées. Une fois qu'elles parvenaient à se marier, elles faisaient venir toute la famille vivre avec eux. Peu à peu, elles isolaient l'homme de sa famille et de ses amis. Elles le remplissaient de culpabilité. Elles lui faisaient croire que sa famille d'origine était toxique, manipulatrice, contrôlante. Et quand l'homme était complètement isolé et confus, elles l'utilisaient comme un distributeur automatique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à presser. Mais il y avait quelque chose de différent dans le cas de mon fils. J'étais encore en vie. J'étais encore une menace pour leur plan. C'est pourquoi elles avaient intensifié la campagne pour l'éloigner de moi. Elles avaient besoin qu'il me voie comme son ennemi pour pouvoir avoir un contrôle total sur son esprit et son argent. Et jusqu'à présent, elles y parvenaient. Un soir, j'ai appelé Arthur au travail et j'ai réussi à lui parler pour la première fois depuis des semaines. Sa voix semblait fatiguée, vaincue. « Maman, je ne peux pas parler longtemps. Théodora m'attend pour aller dîner avec sa famille. » C'était toujours la famille d'elle. Je lui ai demandé comment il allait, s'il était heureux, s'il avait besoin de quelque chose. « Passe bien, maman. Juste un peu fatiguée, mais Théodora m'aide beaucoup à m'organiser. Elle et sa famille m'apprennent des choses que je n'avais jamais apprises sur la façon de gérer une maison, d'être un bon mari. » Avant de raccrocher, je lui ai dit quelque chose que j'avais soigneusement planifié. « Fils, je veux juste que tu saches que tu seras toujours la chose la plus importante dans ma vie. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Si un jour tu as besoin de parler, si un jour tu te sens confus ou seul, n'hésite pas à me chercher. » Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. « Merci maman. Cette conversation m'a confirmé que mon fils était toujours là.
enterrée sous tous les mensonges qu'on lui avait mis dans la tête, mais elle m'a aussi confirmé que le temps m'était compté. Chaque jour qui passait, elles avaient plus de contrôle sur lui. Chaque jour qui passait, le mal se faisait plus profond et plus difficile à réparer. Il était temps d'agir, mais je devais être intelligente. Je devais frapper là où ça leur ferait le plus mal, sans leur donner l'occasion de manipuler la situation à leur avantage. Et je savais déjà exactement comment j'allais le faire. Pendant que je passais des nuits blanches à planifier comment récupérer mon fils, Théodora et sa famille vivaient comme si elles avaient gagné à la loterie. Chaque jour qui passait, elles devenaient plus effrontées, plus confiantes, plus cruelles. Elles ne prennent plus la peine de faire semblant de me respecter. Elles ne faisaient plus semblant que mon opinion comptait. Elles avaient obtenu ce qu'elles voulaient, et maintenant elles se consacraient à savourer leur victoire. Un matin, en me promenant au marché, j'ai rencontré Coralie qui achetait des morceaux de viande, les plus chers chez le boucher. Quand elle m'a vue, elle a souri avec ce faux sourire qu'elle avait hérité de sa mère. « Oh, Madame Marie-Rose, quelle coïncidence de vous trouver ici !» Elle portait 3 sacs remplis d'achats coûteux, payant tout en espèces, comme si l'argent lui tombait du ciel. Je lui ai demandé des nouvelles d'Arthur et sa réponse a confirmé mes pires soupçons. « Oh, mon petit beau-frère travaille beaucoup. Le pauvre, il rentre très fatigué tous les soirs. Mais nous, on s'occupe très bien de lui. Nous, on s'occupe de lui comme d'un animal domestique qui avait besoin d'être nourri et dressé. » Coralie a continué à parler avec cette cruauté déguisée en préoccupation. « C'est que vous savez comment sont les hommes, Madame Marie-Rose. Ils ont besoin que les femmes leur organisent dans la vie. Ma sœur est une bénédiction pour Arthur. Elle lui apprend qu'à être plus mûr, plus indépendant. Plus indépendant. Mon fils, qui avait vécu seul pendant 5 ans après avoir obtenu son diplôme, qui avait géré son argent de manière responsable, qui avait construit une carrière solide, avait maintenant besoin qu'on lui apprenne à être indépendant. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai cherché Théodora sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai trouvé m'a coupé le souffle. Son profil était toilette, rempli de photos dans des restaurants chers, dans des centres commerciaux, dans des spas. Toujours accompagnée de ses sœurs et de sa mère. Sur toutes les photos, elle souriait comme si la vie était une fête permanente, et le plus douloureux était de voir les photos de mon fils. Il apparaissait sur certaines, mais il avait toujours l'air fatigué, forcé, comme s'il jouait un rôle qu'il ne comprenait pas. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce sont les phrases que Théodora publiait. J'ai enfin trouvé ma place dans le monde, entourée d'un amour véritable et loin de la toxicité. Une autre disait « Quand on coupe les branches pourries, l'arbre peut pousser sain et fort. » Et celle qui m'a fait le plus mal, merci mon Dieu de m'avoir libérée des personnes qui se faisaient passer pour de la famille, mais qui ne voulaient que nous contrôler. Chaque phrase était un coup de poignard direct pour moi, une déclaration publique que j'avais été éliminée de la vie de mon fils. Ses sœurs commentaient toutes les publications avec des cœurs et des phrases de soutien. « Ma reine, tu mérites tout le bonheur du monde. » Enfin, vous vivez sans pression. Cet homme a gagné à la loterie avec toi. Et Yvette mettait toujours les commentaires les plus venimeux. Les enfants doivent te couper le cordon ombilical pour pouvoir être heureux. Certaines mères ne comprennent jamais qu'elles doivent laisser partir leurs enfants. Un après-midi, j'ai vu une publication qui m'a glacé le sang. C'était une photo de toutes les femmes dans un salon de beauté très cher, se faisant des soins du visage et des manucures. Le commentaire de Théodora disait « Journée spa avec mes amours. Merci à mon prince de travailler si dur pour nous offrir ces luxes. » Mon fils faisait des heures supplémentaires pour payer des luxes à des femmes qui ne contribuaient en rien à la maison. Elles se promenaient comme des reines pendant qu'ils se tuaient au travail. Mais il y avait autre chose qui a attiré mon attention dans ces publications. Mon fils n'apparaissait dans aucune de ces activités familiales. Il était sur les photos des restaurants chers, mais il avait toujours l'air mal à l'aise. Il n'apparaissait jamais sur les photos du spa, des après-midi de shopping,
des réunions de famille à la maison. C'était comme s'il n'était que le sponsor de leur divertissement, pas un membre de la famille qu'elles avaient construite. Il n'était utile que pour payer les factures. Un soir, désespérée de savoir comment allait être réellement mon fils, j'ai décidé de l'appeler très tard, en espérant qu'il serait seul. Il a répondu d'une voix fatiguée, mais aussi soulagée de m'entendre. « Maman, c'est bien que tu appelles. Je pensais à toi. » Pendant un instant, j'ai senti que mon fils était toujours là, que la manipulation n'avait pas complètement détruit son amour pour moi. Mais j'ai alors entendu la voix de Théodora en arrière-plan. « Mon amour, qui est-ce ? C'est... Viens ici. J'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose. » La conversation a été brusquement coupée. « Fils, je dois raccrocher. On se parle un autre jour. » Et il a raccroché sans me dire au revoir, sans me dire qu'il m'aimait, sans me promettre qu'il me rappellerait bientôt. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de son père. Mon fils était vivant, il était là, mais c'était comme s'il était mort pour moi. Les femmes qui vivaient dans la maison que j'avais payée le contrôlaient complètement. Le lendemain, j'ai de nouveau consulté les réseaux sociaux de Théodora et j'ai trouvé quelque chose qui m'a rempli de rage. Elle avait publié une photo du petit déjeuner que mon fils lui avait préparé avant de partir au travail. œufs bénédicts, jus d'orange frais, fruits coupés en forme parfaite. Le commentaire disait « Mon amour me gâte tellement. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un homme aussi attentionné. » Mon fils, qui n'avait jamais cuisiné de sa vie quand il vivait avec moi, préparait maintenant des petits déjeuners de restaurant à sa femme avant de partir travailler. Coralie avait commenté « Cet homme est éperdument amoureux de toi, ma sœur. » Et Sylvie avait répondu « Tu as enfin trouvé quelqu'un qui te valorise comme tu le mérites. » Comme si je n'avais jamais valorisé mon fils. Comme si 40 ans de sacrifice n'avaient pas été une preuve d'amour suffisante. Comme si lui avoir donné tout ce que j'avais, y compris la maison où elles vivaient maintenant comme des parasites, n'avait pas été valorisé mon fils. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir une photo qu'Yvette avait publiée sur son propre profil. C'était une image de mon fils faisant la vaisselle pendant qu'elles étaient assises dans le salon à regarder la télévision. Le commentaire disait « Un homme bien élevé aide toujours aux tâches ménagères. » Aide. Mon fils n'aidait pas. Il servait. Il était traité comme un employé de maison dans sa propre maison, et elle s'en vantait sur les réseaux sociaux comme si c'était quelque chose d'admirable. Cette nuit-là, j'ai compris que l'humiliation n'était pas seulement pour moi. Elles humiliaient aussi mon fils, mais d'une manière si subtile qu'il ne s'en rendait pas compte. Elles le transformaient en leur serviteur personnel. Et il croyait que c'était de l'amour. Il croyait que travailler jusqu'à l'épuisement pour entretenir 5 femmes, c'était être un bon mari. Il croyait que préparer des petits déjeuners parfaits avant le travail, c'était être attentionné. Il croyait que faire la vaisselle pendant qu'elle se reposait, c'était aider à la maison. Mais je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement. Aucun homme, aussi amoureux soit-il, ne peut maintenir ce rythme indéfiniment. Mon fils s'épuisait physiquement et émotionnellement, et tôt ou tard, il allait s'effondrer. La question était de savoir si j'allais être là pour l'aider quand cela arriverait, ou si elles allaient continuer à le manipuler jusqu'à le détruire complètement. Il était temps d'accélérer mon plan. Il était temps de montrer à mon fils la vérité d'une manière qu'il ne pourrait pas nier, mais je devais être prudente. Un faux pas et je perdrais toute chance de le récupérer pour toujours. Le moment est arrivé d'une manière que je n'aurais jamais attendue. C'était un vendredi après-midi quand j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était la secrétaire d'Arthur, Patricia, la femme qu'il avait vue grandir professionnellement au cours des 5 dernières années. Sa voix tremblait quand elle m'a parlé. « Madame Marie-Rose, j'ai besoin de vous parler. C'est à propos de l'ingénieur. Quelque chose de très grave se passe et je pense que vous êtes la seule à pouvoir l'aider. » Bouchot, nous sommes retrouvés dans un café près du bureau. Patricia m'a raconté ce qu'elle observait au travail. Mon fils arrivait chaque jour plus tôt et partait plus tard, mais pas parce qu'il avait plus de travail, c'était parce qu'il n'avait pas de paye, lui ordonnant d'acheter ceci, de payer cela, de revenir faire une course.
Son rendement baissait parce qu'il ne pouvait pas se concentrer. Il commettait des erreurs qu'il n'avait jamais commises auparavant. Mais le plus grave était la situation financière. Patricia avait vu comment mon fils avait demandé des avances sur salaire 3 fois le mois dernier. Il avait demandé des prêts personnels en utilisant son salaire comme garantie. Il avait mis en gage sa montre, celle que je lui avais offerte pour son diplôme. Tout ça pour maintenir le niveau de dépenses que ces femmes avaient imposé à la maison. L'homme qui avait toujours été responsable avec son argent était maintenant au bord de la ruine financière. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est ce que Patricia m'a raconté sur son comportement. Mon fils ne souriait plus, il ne plaisantait plus avec ses collègues, il ne parlait plus de ses projets avec enthousiasme. Il semblait être un homme vaincu, épuisé, comme s'il portait un poids qu'il ne pouvait pas supporter. Et quand Patricia lui demandait s'il allait bien, il répondait toujours la même chose. « Je vais parfaitement bien. Ma femme m'apprend à être plus responsable. » Ce même après-midi, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Il était temps d'agir, mais pas comme une mère désespérée, suppliant pour l'attention de son fils. Il était temps d'agir comme la femme forte qui avait élevé cet homme. La femme qui s'était sacrifiée pendant 40 ans pour lui donner une vie meilleure. Il était temps de lui montrer la vérité d'une manière qu'il ne pourrait pas nier. J'ai appelé Maître Dubois, et je lui ai demandé de préparer tous les documents que nous avions réunis. Les preuves de paiement de la maison, les relevés bancaires montrant comment l'argent du refinancement avait été dépensé, les photographies que j'avais prises des luxes qu'elle s'offrait dans la maison que j'avais payée. Je lui ai également demandé de préparer une lettre notariée adressée à mon fils, lui expliquant la situation juridique réelle de la propriété. Mais je n'allais pas intenter une action en justice. J'allais faire quelque chose de beaucoup plus puissant. J'allais présenter la vérité de manière officielle, documentée, irréfutable. Une vérité que Théodora et sa famille ne pourraient ne pas manipuler, déformer ou cacher. Une vérité que mon fils devrait affronter, qu'il le veuille ou non. Le lundi matin, je suis arrivée au bureau d'Arthur, vêtue de mes plus beaux habits, portant un dossier avec tous les documents. Je ne venais pas comme une mère suppliante, je venais comme une femme d'affaires qui avait des choses sérieuses à régler. Patricia m'a aidée à organiser une réunion avec mon fils, lui disant qu'il y avait une situation juridique importante qui nécessitait son attention immédiate. Quand je suis entrée dans son bureau, j'ai vu dans ses yeux la surprise, mais aussi la peur. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Patricia m'a dit que c'était quelque chose d'urgent à propos de la maison. Sa voix tremblait, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pu voir mon vrai fils. Pas la version manipulée qui vivait dans cette maison. « Oui, fils, c'est à propos de la maison que j'ai payée pour toi. » Je me suis assise en face de son bureau et j'ai ouvert le dossier avec le calme d'une femme qui avait planifié chaque mot qu'elle allait dire. « Arthur, je suis venue te parler de la situation réelle de ta maison. La maison que j'ai achetée avec mes économies de 40 ans de travail. La maison qui est maintenant hypothéquée et risque d'être saisie à cause des dettes que vous avez accumulées. » J'ai posé les documents sur son bureau un par un, lui expliquant chaque chiffre, chaque transaction, chaque mensonge qu'on lui avait fait croire. Mon fils a pris les papiers avec des mains tremblantes. Ses yeux se déplaçaient rapidement d'un document à l'autre, comme s'il essayait de comprendre une langue étrangère. « Maman, je ne savais pas pour le refinancement. Je ne savais pas que nous devions autant d'argent. » Sa voix se brisait à chaque mot. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu tomber le masque de bonheur qu'il portait. Alors, je lui ai montré les photographies que j'avais prises. Sa femme et ses belles-sœurs au spa, les nouveaux meubles qui apparaissaient chaque semaine dans la maison, la nouvelle voiture garée dans son allée, les achats coûteux au supermarché, tout payé avec l'argent qu'il gagnait, en faisant des heures supplémentaires, en demandant des prêts, en mettant en gage ses biens. « Arthur, tu es le seul à travailler dans cette maison. Tu es le seul à produire de l'argent, mais regarde comment elle le dépense. » Mon fils s'est levé de sa chaise et s'est dirigé vers la fenêtre, me tournant le dos. Je pouvais voir ses épaules trembler. « Maman, elles m'ont dit que tu étais toxique, que tu me manipulais, que tu ne me laisserais jamais être heureux. » Sa voix, c'était celle d'un enfant confus, perdu.
qui ne savait plus en qui avoir confiance. Je me suis approchée de lui, mais je ne l'ai pas touché. Je suis juste restée là, à attendre. « Fils, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi si je t'ai déjà menti. Dis-moi si je t'ai déjà fait du mal intentionnellement. Dis-moi si je t'ai déjà demandé quelque chose en échange de tout ce que j'ai fait pour toi. » Quand il s'est retourné, ses yeux étaient pleins de larmes. « Non, maman, tu ne m'as jamais menti, tu ne m'as jamais fait de mal et tu ne m'as jamais rien demandé en échange. » Je lui ai dit les mots que j'avais répétés pendant des semaines. « Arthur, je ne suis pas venue ici pour te séparer de ta femme. Je suis venue te sauver d'une situation qui te détruit. Ces spams ne t'aiment pas. Elles t'utilisent. Et si tu ne fais rien rapidement, elles vont détruire non seulement ton argent, mais aussi ta santé, ton travail et ta dignité. » J'ai posé ma main sur son épaule. « La décision t'appartient, fils, mais maintenant tu connais la vérité. Et la vérité ne disparaîtra pas simplement parce que tu fermes les yeux. » Je suis sortie de ce bureau en sachant que j'avais planté une graine qui, tôt ou tard, allait germer. Mon fils avait entre les mains toutes les preuves de la manière dont il avait été manipulé. Maintenant, il lui appartenait de décider ce qu'il allait faire de cette information. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui avait été perdu. J'ai vu mon vrai fils commencer à se réveiller du sortilège qu'on lui avait jeté. Et j'ai su que la guerre était loin d'être terminée, mais la bataille la plus importante venait de commencer. Les jours suivants furent comme l'attente de l'explosion d'une bombe à retardement. Je ne savais pas ce qui se passait dans cette maison, mais je pouvais sentir que quelque chose avait changé après ma rencontre avec Arthur. Le mardi après-midi, Patricia m'a appelé pour me dire que mon fils avait quitté le travail plus tôt, mais qu'il n'était pas rentré directement chez lui. Il avait marché dans le parc pendant des heures, comme s'il essayait de digérer quelque chose de très lourd. Le mercredi, j'ai reçu un appel que je n'attendais pas. C'était Arthur, et sa voix semblait différente, plus ferme, plus comme l'homme que j'avais élevé. « Maman, j'ai besoin de te parler, mais pas là au bureau. Je veux que tu viennes à la maison demain à 18h. Toute la famille de Théodora sera présente. Je veux que tu entendes quelque chose que j'ai à dire. » Mon cœur s'est accéléré. Mon fils avait pris une décision. Quand je suis arrivée à la maison le jeudi à 18h précise, la scène était très différente des précédentes. Cette fois, c'est Arthur qui a ouvert la porte. « Non, Théodora. » Il m'a invitée à entrer avec une courtoisie froide mais respectueuse. Dans le salon, les 4 femmes étaient assises, mais elles n'avaient plus leur sourire arrogant habituel. Yvette me regardait avec méfiance. Théodora avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. Coralie et Sylvie semblaient nerveuses, échangeant des regards inquiets. Mon fils est resté debout au centre du salon, tenant un dossier que j'ai immédiatement reconnu. C'était le même dossier que j'avais apporté à son bureau 3 jours plus tôt. « Famille, je vous ai appelés ici parce que nous devons parler de certaines choses que j'ai découvertes. » Sa voix était ferme, mais je pouvais sentir le tremblement de nervosité sous la surface. « Maman, assieds-toi, s'il te plaît. Je veux que tu sois témoin de cette conversation. » Théodora a essayé d'interrompre avec cette voix mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait manipuler. « Mon amour, nous avons déjà parlé de ça. Ta mère te trouble avec des mensonges. Tu n'as pas à faire ça. » Bel édifice, mais mon fils a levé la main pour la faire taire, et pour la première fois depuis des mois, elle a obéi. « Théodora, je n'écouterai plus de mensonges. J'ai examiné tous nos mouvements bancaires. J'ai parlé à la banque, j'ai vu les vrais chiffres. » Il a ouvert le dossier et a commencé à sortir des documents, les posant sur la table basse, pour que toutes puissent les voir. Au cours des 3 mois où nous sommes mariés, nous avons dépensé plus d'argent que ce que je gagne en 6 mois. J'ai dû refinancer la maison que ma mère m'a offerte pour payer les dettes que vous avez accumulées. J'ai mis en gage ma montre, contracté mon ordinateur portable et même la bague de diplôme que ma mère m'a offerte.
Yvette a tenté de se défendre avec cette fausse autorité qu'elle avait utilisée pour le contrôler. « Arthur, mon garçon, ce sont des dépenses normales pour une famille. Les femmes ont besoin de certaines choses pour bien entretenir la maison. » Mais mon fils n'était plus l'homme manipulable d'avant. « Madame Yvette, entretenir la maison n'inclut pas des soins de spa à 500 € chaque semaine. Ça n'inclut pas l'achat de vêtements de marque tous les week-ends. Ça n'inclut pas des dîners dans des restaurants chers 5 fois par semaine. » Coralie s'est levée du canapé avec une attitude provocante. « Et qui a-t-il de mal à ce que tu nous gâtes un peu? C'est pour ça que tu travailles, pour nous donner une belle vie ?» Mon fils l'a regardée avec une froideur qui m'a remplie de fierté. « Coralie, tu n'es pas ma femme. Tu n'es pas ma responsabilité. Tu as 30 ans et tu n'as jamais travaillé un seul jour de ta vie. Tu vis à mes crochettes depuis 3 mois et ça s'arrête aujourd'hui. » Sylvie a tenté de jouer le rôle de la victime. « Oh, Arthur, comment peux-tu nous parler comme ça? Nous voulons seulement aider Théodora à être heureuse. Nous sommes une famille. » Mon fils a sorti un autre document du dossier. Famille. Mot intéressant. Parce qu'en consultant les réseaux sociaux de vous toutes, j'ai trouvé quelque chose de très révélateur. Il a montré des impressions de publications Facebook où les 3 sœurs se moquaient de lui dans des conversations privées que quelqu'un avait partagées publiquement. Leurs vraies pensées sur mon fils y étaient exposées. Des messages où Coralie disait « Cet idiot est tellement amoureux qu'il fait tout ce qu'on lui demande. » Des messages où Sylvie écrivait « On le contrôle presque complètement. L'argent de sa mère va nous durer des années. » Et le plus douloureux, un message de « Théodora, mon mari est tellement bête qu'il croit que tout ça c'est de l'amour. Dans 2 ans, on le laisse sans rien et on passe au suivant. » Le silence dans le salon était assourdissant. Théodora est devenue pâle comme un linge. Yvette a baissé le regard pour la première fois depuis que je la connaissais. Coralie et Sylvie se sont regardées comme 2 criminels qui venaient d'être prises la main dans le sac. Mon fils a continué à parler avec un calme qui m'a impressionné. « J'ai aussi découvert que vous avez fait la même chose avec les 2 maris précédents, de Coralie et Sylvie. Vous les avez ruinés économiquement, puis vous les avez abandonnés quand ils n'avaient plus rien à donner. » Théodora a finalement retrouvé sa voix, mais ce n'était plus la femme sûre d'elle et manipulatrice d'avant. C'était une femme désespérée qui voyait son plan s'effondrer. « Arthur, mon amour, je peux tout expliquer. Ces messages n'étaient que des blagues. Nous t'aimons vraiment. Ta mère te manipule pour que tu penses du mal de nous. » Mais mon fils ne se laissait plus berner. « Non, Théodora, ma mère m'a montré la vérité. Une vérité documentée, avec des chiffres, des dates, des preuves. Une vérité que vous ne pouvez pas nier parce qu'elle est sur papier. » Il a regardé chacune des femmes avant de continuer. « Vous avez jusqu'à dimanche pour sortir toutes vos affaires de ma maison. La maison que ma mère a payée avec 40 ans de travail. La maison où vous n'êtes plus les bienvenus. » Yvette s'est levée avec fureur, montrant enfin son vrai caractère. « Tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. Théodora est ta femme. Nous sommes ta famille maintenant. » Mon fils s'est approché d'elle avec une autorité qu'il n'avait pas montrée depuis des mois. « Madame Yvette, vous avez confondu ma gentillesse avec de la bêtise. Vous avez confondu mon amour pour Théodora avec de la faiblesse. Mais c'est fini. Je veux que vous sortiez toutes de ma maison maintenant et que vous ne reveniez dimanche que pour vos affaires. » Les 4 femmes ont quitté la maison ce soir-là comme des soldats vaincus dans une bataille qu'elles croyaient avoir gagnée. Théodora fut la dernière à sortir, criant à mon fils depuis la porte. « Tu vas regretter ça, Arthur. Sans nous, tu n'es personne. Ta mère va te contrôler à nouveau. Tu seras misérable. » Mais mon fils a fermé la porte sans se répondre. Et pour la première fois depuis des mois, la maison que j'avais payée a retrouvé la paix. Quand nous sommes restés seuls, mon fils s'est effondré sur le canapé comme s'il avait porté le monde sur ses épaules. « Maman, pardonne-moi. J'ai été un idiot.
J'allais laisser ces femmes me laver le cerveau. J'ai perdu ton argent, j'ai perdu ta confiance, j'ai perdu tout ce qui était important. Je me suis assise à côté de lui et je l'ai serré dans mes bras, comme quand il était enfant. Tu n'as pas perdu mon amour, fils. Ça, tu ne pourras jamais le perdre, et l'argent, ça se récupère. La dignité aussi. L'important, c'est que tu t'es réveillé à temps. 6 mois plus tard, alors que je préparais ma tisane à la camomille dans la petite cuisine de mon appartement, j'ai entendu le son que j'attendais. C'était la sonnette, et quand j'ai ouvert la porte, mon fils était là. Mais ce n'était pas l'homme épuisé et confus que j'avais sauvé des griffes de ces femmes. C'était à nouveau mon Arthur, les yeux brillants, le sourire sincère, la posture droite d'un homme qui avait retrouvé sa dignité. « Maman, je viens t'emmener voir quelque chose », m'a-t-il dit avec cette émotion, contenue que je connaissais si bien. Nous sommes montés dans sa voiture, la même qu'il avait failli perdre à cause des dettes qu'elles avaient accumulées, et nous avons roulé en silence vers une destination que je n'ai pas immédiatement reconnue. Quand nous nous sommes arrêtés, je suis restée sans voix. Nous étions devant une petite maison, mais magnifique, avec un jardin plein de roses rouges et un banc en bois sous un jasmin. « Fils, qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» ai-je demandé, même si mon cœur connaissait déjà la réponse. « C'est la tienne, maman. J'ai réussi à vendre l'autre maison. J'ai payé toutes les dettes, j'ai récupéré tout ce que j'avais mis en gage, et avec ce qui restait, j'ai acheté cette maison. Elle est entièrement à ton nom. Et c'est ma façon de te rendre tout ce que tu as sacrifié pour moi. » Ses yeux se sont remplis de larmes, et les miens aussi. Ce n'était pas l'argent qui m'émouvait, c'était d'avoir retrouvé le fils que j'avais élevé. Nous sommes entrés ensemble dans la maison, et chaque recoin avait été pensé pour moi. Une cuisine petite mais fonctionnelle, avec une table où je pouvais coudre, un salon lumineux où je pouvais lire l'après-midi, un jardin à l'arrière où je pouvais planter mes herbes et mes fleurs. Mon fils m'avait donné plus qu'une maison. Il m'avait donné un foyer où je pouvais vieillir avec dignité, où je pouvais être moi-même sans demander la permission à personne. Pendant que nous parcourions chaque pièce, Arthur m'a raconté ce qui s'était passé après cette nuit où il avait chassé les femmes de la maison. Théodora avait tenté de revenir 3 fois, utilisant toutes les techniques de manipulation qu'elle connaissait. D'abord, elle est venue en pleurant, demandant pardon, promettant qu'elle avait changé. Ensuite, elle est venue furieuse, menaçant de le poursuivre pour violence domestique. Finalement, elle est venue avec ses sœurs, essayant de l'intimider, mais mon fils n'était plus l'homme vulnérable qu'il avait été. Il m'a raconté qu'il avait changé les serrures le soir même, qu'il avait bloqué tous leurs numéros de téléphone, qu'il avait informé son travail de la situation pour qu'elle ne puisse pas se présenter là-bas pour le harceler. Il avait pris le contrôle de sa vie d'une manière qui m'a rempli de fierté. Il n'avait pas crié, n'avait pas fait de scandale, n'avait pas perdu son sang-froid. Il avait simplement fermé toutes les portes qu'elles auraient pu utiliser pour revenir le blesser. Il avait aussi suivi une thérapie psychologique pour comprendre comment il était tombé dans ce piège. Le psychologue lui avait expliqué les techniques de manipulation émotionnelle, comment les manipulateurs identifient des personnes bienveillantes et les utilisent à leurs propres fins. Mon fils avait appris à reconnaître les signes, à faire confiance à son instinct, à valoriser sa propre opinion au-dessus de celle des personnes ayant des arrière-pensées. Mais le plus important, c'est qu'il avait retrouvé sa relation avec moi, non pas comme le fils dépendant qu'il était avant de se marier, mais comme l'homme adulte qui respectait et valorisait sa mère. Nous avions établi des limites saines. Nous avions appris à mieux communiquer. Nous avions construit une relation basée sur le respect mutuel et non sur l'obligation ou la culpabilité. Cet après-midi-là, alors que nous plantions ensemble les premières roses dans le jardin de ma nouvelle maison, mon fils m'a posé une question qu'il portait depuis des mois. « Maman, comment as-tu su qu'il fallait agir comme tu l'as fait ? Comment as-tu su que me montrer la vérité avec des documents fonctionnerait mieux que de supplier ou de se battre ?» Je me suis arrêtée, les mains pleines de terre, et je l'ai regardé dans les yeux. « Fils, quand une mère aime vraiment son enfant, elle ne se bat pas pour le contrôler, elle se bat pour le libérer.
Je ne voulais pas te vérité est regagner toujours pour plus moi, puissante je que voulais les te mensonges, rendre à même même si si elle fait plus mal au début. Mon fils m'a serré dans ses bras avec cette force qu'il avait quand il était petit et se blessait. Je savais que j'avais pris les bonnes décisions. 6 mois après cette conversation dans le jardin, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Théodora. Sa voix semblait différente, fatiguée, vaincue. « Madame Marie-Rose, j'ai besoin de vous parler. Je sais que je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit, mais je suis désespérée. » Il s'est avéré qu'après qu'Arthur les eut chassés de la maison, les 4 femmes avaient tenté de répéter leur schéma avec un autre homme. Mais cette fois, ça n'avait pas fonctionné. L'homme les avait démasquées plus tôt et les avait dénoncées publiquement. Maintenant, elles vivaient dans un petit appartement, toutes les 4 entassées, dans 2 pièces, travaillant pour la première fois de leur vie pour payer le loyer. Yvette était malade et avait besoin de médicaments chers. Coralie et Sylvie avaient dû chercher des emplois à temps partiel dans une usine. Et Théodora avait appris que la vie, sans quelqu'un pour les entretenir, était bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Elle ne me demandait pas d'argent. Elle me demandait d'intercéder auprès d'Arthur pour qu'il les pardonne, pour qu'il leur donne une autre chance. Mais je savais que cette conversation ne me concernait pas. Je lui ai donné le numéro du psychologue de mon fils et je lui ai suggéré de commencer sa propre thérapie pour comprendre pourquoi elle avait choisi de blesser des personnes innocentes au lieu de construire une vie honnête. Ce soir-là, en arrosant mes plantes aromatiques sous la lumière de la lune, j'ai pensé à tout ce que nous avions vécu. La douleur, la trahison, la solitude, mais aussi la force, la dignité et l'amour véritable qui avaient survécu à la tempête. Mon fils construisait une nouvelle vie basée sur des relations authentiques et des décisions conscientes. Et moi, je vieillissais en paix, sachant que j'avais élevé un homme bon qui avait appris à se défendre contre les personnes qui voulaient le blesser. J'allais fermer les yeux et j'ai respiré le parfum du jasmin qui poussait près de ma fenêtre. Je n'avais pas eu besoin de crier pour être entendue. Je n'avais pas eu besoin de me battre pour gagner. Je n'avais pas eu besoin de perdre ma dignité pour récupérer mon fils. J'avais seulement eu besoin de montrer la vérité avec calme, avec des preuves, avec amour. Et la vérité avait suffi à nous libérer tous les deux. C'est ça ma victoire. Ne pas être devenu le genre de personne qui m'a blessée. C'est ça ma paix. Savoir que l'amour véritable trouve toujours le chemin du retour à la maison. 2 ans après tout ce que nous avons vécu, je me réveille chaque matin dans ma petite maison avec une sensation que j'avais oublié qu'elle existait. La paix. Une paix véritable. Le genre de tranquillité qui ne peut exister que lorsqu'une femme sait qu'elle a fait ce qu'il fallait, qu'elle a protégé ce qu'elle aime le plus sans perdre sa dignité dans le processus. Ma routine matinale est devenue mon rituel sacré. Je prépare ma tisane dans la cuisine que mon fils a conçue spécialement pour moi, avec des étagères, à la hauteur parfaite pour mes mains de 74 ans. Je sors dans le jardin avec ma tasse fumante et j'examine mes plantes comme une mère examine ses enfants. Les roses que nous avons plantées ensemble ce premier jour ont poussé, fortes et magnifiques. Chaque fleur qui s'ouvre est un rappel que les bonnes choses prennent du temps, mais que lorsqu'elles s'épanouissent, elles valent toute l'attente. Arthur vient me rendre visite tous les dimanches, comme il le faisait avant de connaître Théodora, mais notre relation est différente, maintenant. Plus mature, plus équilibrée. Il apporte les ingrédients et je cuisine ses plats préférés. Mais maintenant, il cuisine aussi pour moi. Nous avons appris à prendre soin l'un de l'autre sans que l'un de nous se sente obligé ou coupable. C'est le genre d'amour familial qui devrait toujours exister, libre, généreux, sans condition. Dimanche dernier, alors que nous préparions une quiche ensemble, il m'a raconté qu'il avait rencontré quelqu'un. Une femme nommée Céline, ingénieure comme lui, qui travaille dans la même entreprise mais dans un autre département. Il m'a parlé d'elle avec cette lumière dans les yeux qu'il avait perdue pendant son mariage avec Théodora, mais aussi avec une nouvelle maturité. Cette fois, il n'y avait pas de précipitation, pas de pression, pas de décision désespérée.
Il apprenait à connaître Céline lentement, construisant une amitié solide avant de penser à quelque chose de plus sérieux. J'aime qu'il me parle d'elle parce que je vois comment sa manière de se lier aux autres a changé. Maintenant, il pose des questions qu'il ne posait pas avant. Il observe des comportements qu'il ignorait auparavant. Il a appris à valoriser l'indépendance, l'honnêteté, le travail acharné. Il a appris qu'un partenaire doit ajouter à sa vie, non pas en soustraire. Et plus important encore, il a appris que personne qui l'aime vraiment ne lui demandera de s'éloigner des personnes qui ont toujours été là pour lui. Certaines nuits, quand j'arrose les plantes sous les étoiles, je pense à Théodora et à sa famille. Pas avec rage, car la rage est un poison que l'on boit en espérant qu'il fasse du mal à un autre. Je pense à elle avec quelque chose qui ressemble à de la pitié. Comme il doit être triste de passer sa vie à chercher qui utiliser, qui manipuler, qui presser, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Comme le cœur d'une femme qui n'a jamais rien construit par elle-même, qui n'a jamais ressenti la satisfaction de gagner les choses par ses propres efforts, doit se sentir vide. J'ai appris par hasard ce qui leur est arrivé ensuite. Madame Simone, ma voisine de toujours, a rencontré Yvette au marché il y a quelques mois. Yvette achetait des légumes bon marché, ceux qui sont un peu flétris mais qui peuvent encore servir à faire un bouillon. Elle ne portait plus ces vêtements élégants qu'elle mettait quand elle vivait au crochet de mon fils. Elle n'avait plus cette attitude arrogante de femme qui se croit supérieure aux autres. Elle ressemblait à ce qu'elle avait toujours été. Une femme âgée qui devait travailler pour survivre, comme la plupart d'entre nous. Simone m'a raconté qu'Yvette lui avait demandé de mes nouvelles, si elle savait comment j'allais, si j'avais eu des nouvelles d'Arthur. Ce n'était pas une curiosité malveillante, c'était quelque chose qui ressemblait à du regret. Simone lui a dit que j'allais bien, que je vivais dans ma propre maison, que mon fils me rendait visite régulièrement. Yvette a hoché la tête en silence et est partie sans rien dire de plus. Peut-être avait-elle enfin compris que les vraies mères n'ont pas besoin de voler l'amour de leurs enfants. Nous le gagnons jour après jour, année après année, avec des sacrifices qui ne se voient pas, mais qui se ressentent pour toujours. Théodora a tenté de contacter Arthur une fois de plus il y a environ un an. Cette fois, ce n'était ni avec des larmes ni avec des menaces, mais avec une lettre qu'il m'a montrée avant de décider quoi faire. Dans cette lettre, elle lui demandait pardon. Pas le pardon manipulateur qu'elle avait utilisé auparavant, mais quelque chose qui semblait sincère. Elle expliquait qu'elle avait suivi une thérapie, qu'elle avait compris le mal qu'elle lui avait fait, qu'elle n'attendait pas qu'il la pardonne, mais qu'elle avait besoin qu'il sache qu'elle le regrettait. Mon fils m'a demandé ce que je pensais qu'il devait faire. Je lui ai dit que le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même, pas à la personne qui nous a blessés. Qu'il pouvait lui pardonner dans son cœur, sans avoir besoin de lui permettre de revenir dans sa vie. Que pardonner ne signifie pas oublier, et qu'oublier les leçons que nous avons apprises serait gaspiller toute la douleur que nous avons subie pour les apprendre. Finalement, il a décidé de répondre à la lettre par une note brève mais élégante, lui souhaitant le meilleur dans son processus de guérison, mais laissant clair que leur histoire commune était terminée. Maintenant, mon fils construit quelque chose de nouveau avec Céline, mais de la bonne manière. Lentement, avec un respect mutuel, avec une communication honnête. Elle m'a rendu visite 2 fois et j'aime ce que je vois. C'est une femme qui travaille, qui a ses propres rêves, qui n'a pas besoin d'un homme pour l'entretenir pour se sentir valorisée. C'est une femme qui respecte l'histoire d'Arthur, y compris sa relation avec moi. Elle ne voit pas les mères comme une compétition, mais comme une partie du passé qui a formé l'homme qu'elle apprend à aimer. Ma maison est devenue un refuge non seulement pour moi, mais aussi pour d'autres. Ma sœur Laure vient passer les après-midi quand elle se sent seule. Ma voisine, Madame Simone, vient prendre le café quand elle a besoin de quelqu'un à qui parler. Même Patricia, la secrétaire d'Arthur, est venue quelquefois me demander des conseils sur des situations familiales compliquées. Je me suis rendu compte que la sagesse que j'ai acquise dans cette expérience n'était pas seulement pour moi. Elle était à partager avec d'autres femmes qui font face à des situations est venue me chercher parce que son fils s'était aussi marié avec une femme qui essayait de l'éloigner de sa famille. Je me suis assise avec elle dans mon jardin, je lui ai servi une tisane à la camomille et je lui ai raconté mon histoire.
Non pas pour qu'elles fassent exactement la même chose que moi, mais pour qu'elles comprennent qu'il y a toujours des options, que nous n'avons jamais à choisir entre garder notre dignité et nous battre pour nos enfants, que la vérité présentée avec amour et respect est plus puissante que n'importe quelle manipulation. Maintenant, en écrivant ces lignes dans mon journal avant de dormir, je peux dire en toute honnêteté que je ne changerai rien à ce que j'ai vécu. La douleur m'a appris la force, la trahison m'a appris la sagesse. La solitude m'a appris à valoriser les vraies relations, et la victoire m'a appris que je n'ai pas besoin de crier pour être entendue. Je n'ai pas besoin de me battre pour gagner. Je n'ai pas besoin de perdre mon essence pour récupérer ce qui m'appartient. Mon fils va bien, je vais bien. Et c'est la seule victoire qui compte vraiment. Pas de vengeance, pas d'humiliation, pas de destruction. Seulement la paix de savoir que l'amour véritable trouve toujours le chemin du retour à la maison. Et quand il le fait, il construit quelque chose de plus fort que ce qui existait avant.